Malgré une pandémie, l'Association des stomisés Richelieu-Yamaska a réuni chirurgiens, stomothérapeutes et stomisés pour produire une série de capsules informatives dont on fait le lancement aujourd'hui. On parle de tabous, on parle de chirurgie et on pose les vraies questions à des stomisés. Et restez là, on vous revient tout de suite. Bienvenue à ce direct. On est en direct des studios de Show Factory à Repentigny et grâce à la collaboration de Unimage.tv, on vous offre ce direct. Vous pouvez regarder en fait toutes les capsules qu'il va y avoir aujourd'hui. Vous allez pouvoir les retrouver directement sur le site internet stomiséry.com. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser soit en commentaire de la vidéo ou bien vous les envoyez directement par courriel à info@asry@gmail.com. Exactement, info.asry@gmail.com. Merci, M. Baudreau. Mon tout premier invité, M. Jacques Baudreau, stomisé depuis l'âge de 20 ans. C'est ça. Depuis les 6 dernières années, vous êtes le président de l'Association des stomisés Richelieu-Yamaska. Bonjour, M. Baudreau. Bonjour, M. Caro. Comment ça va? Ça va très, très bien. Ça va bien. Un beau lancement aujourd'hui. On lance 3 capsules, justement, qui parlent de stomie, des 3 différentes stomies qui sont disponibles. Oui. Parlez-nous un peu de votre association. Qu'est-ce qu'elle fait, l'association? Oui. Tout d'abord, je voudrais saluer les stomisés du Québec et même on en a en France. On a des gens de la France qui nous écoutent présentement. Wow! Fait qu'on les salue vraiment de la part des Québécois. Et si je vous parle de notre association, c'est qu'on produit d'abord, nous, 2 fois par année, un journal comme ça et qui publicise un peu tout ce qu'on fait comme activité et les activités à venir aussi. Donc, c'est important pour ceux, des fois, qui voudraient être au courant de nos activités. Ils peuvent nous le demander par courriel. On va le faire parvenir. Et ce que ça résume, ceci, c'est que tout d'abord, on a une grande activité par année, une marche, qui est le premier dimanche d'octobre. À vous rappeler de cette date, le 3 octobre. On espère que ça on va espère que ça va avoir lieu fonctionner. si la pandémie ne nous l'empêche pas. En plus, on a des conférenciers 2-3 fois par année, des professionnels de la santé, on a des médecins, des psychologues. On veut informer les stomisés, nos membres, pour qu'ils se comportent mieux, qu'ils acceptent mieux la situation. Et enfin, on a un beau projet cette année spécial à Saint-Hyacinthe, au Sheraton, qui devrait être le congrès des stomisés, mais encore là, selon la pandémie toujours. Si la pandémie le permet. Le 9 octobre, c'est ça au congrès, au Sheraton de Saint-Hyacinthe. Excellent. Monsieur Baudreau, on va être là ici aujourd'hui ensemble. On va parler à plusieurs personnes. On va parler des chirurgiens, on va parler des stomothérapeutes, à des stomisés aussi. Ce qu'on essaie de faire vraiment, c'est de démystifier un peu tout ce qui entoure les stomies de chaque personne. Il y a 3 différentes vidéos qui ont été produites. Oui. La toute première, c'est la colostomie, C'est ça. qui, je crois, vous me disiez, est la plus fréquente. Oui, les gens sont habitués de dire « j'ai une colostomie ». Mais souvent, ils ne savent pas la différence. C'est pour ça qu'on a intitulé le titre « Reconnaître les différentes stomies », pour que des grands chirurgiens nous l'expliquent vraiment c'est quoi. Après ça, vous avez le support des stomothérapeutes qui sont essentiels à la vie des stomisés. Et les stomisés, on souhaite qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'ils vivent, puis qu'est-ce qu'ils ont comme chirurgie vraiment. Parce qu'à l'hôpital, souvent, ils se le font dire, mais ils ne s'en rappellent plus. Une fois qu'ils sont sortis de l'hôpital, ils ont tout oublié ce que le médecin, ce que l'infirmière leur a dit. C'est beaucoup d'informations. C'est beaucoup d'informations. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les capsules ont été produites. Et voilà. On va écouter la première capsule qui parle justement de colostomie avec Mme Lynne Jubinville. On écoute ça tout de suite. Je savais que c'était
une nouvelle chose qui ferait partie non seulement de ma vie, mais de mon corps. Puis il fallait que je l'intègre. Quand on fait une colostomie, ça veut dire qu'on amène le côlon à la peau. C'est parce qu'on ne veut pas ou on ne peut pas laisser les selles aller plus loin. Alors, ça peut être parce qu'il y a, par exemple, une lésion qui obstrue l'intestin plus loin, un cancer, par exemple, et on a décidé, de façon peut-être temporaire, de dériver les selles pour pas qu'elles aillent dans ce coin-là. Donc, on amène l'intestin à la peau en amont de ce qui bloque. J'ai commencé à avoir des symptômes peut-être 1 an avant mon diagnostic, mais ça s'est intensifié peut-être un bon gros 6 mois avant que j'ai le diagnostic. Puis bien sûr, comme tout le monde, on essaye de penser que c'est pas grave, on essaye de penser que c'est pas ça. Puis j'avais déjà eu quelques symptômes, quelques malaises intestinaux. Je me disais, ça va passer comme ça a passé les autres fois, mais là, ça passait pas. Je pouvais pas aller où je voulais, je pouvais pas faire ce que je voulais. J'étais restreinte dans ce que je pouvais faire. Puis à partir du moment où j'ai eu une stomie, c'est fini. Si on a une souffrance, il faut aller consulter. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des solutions, puis que les médecins vont pouvoir nous offrir des alternatives. Alors, en général, il y a 2 types de stomie qu'on va faire le plus souvent. La colostomie qu'on appelle sigmoïdienne, qui est donc dans le niveau du sigmoïde. Le sigmoïde, c'est une partie du côlon juste avant le rectum. C'est, si vous voulez, l'endroit le plus loin sur l'intestin où on peut encore faire une stomie. En fait, on peut dire que c'est, quand on peut faire ça, c'est ce qu'on préfère parce qu'on utilise tout le côlon et donc on a le temps de réabsorber l'eau. Et parce que le sigmoïde est à gauche, la colostomie va se trouver généralement à gauche. Il y a des fois où, pour toutes sortes de raisons, on ne veut pas aller si bas que ça et on choisit de faire une colostomie sur le côlon transverse. Parce que le côlon, il fait comme un cadre dans le ventre. Il commence à droite, il monte, il traverse, il descend à gauche. Donc, une colostomie transverse va se faire sur la partie horizontale du côlon. Et là, elle pourrait être à droite, en dessous des côtes un peu. Ça, c'est une colostomie généralement faite quand c'est temporaire. La stomie, il faut qu'il la fasse au bon endroit dans le corps. Hein? Il faut qu'il figure où. Puis, je suis allée voir la stomothérapeute, puis elle m'avait fait porter une collerette. Donc, elle m'avait collé une collerette sur mon ventre, comme je fais maintenant régulièrement. Puis, elle m'avait dit, va te promener dans l'hôpital, puis essaye de voir si t'es confortable. Fait que là, on a fait semblant que j'avais une stomie, puis moi, ça m'a aidé à visualiser ce qui était pour m'arriver. C'est très important qu'une stomie soit bien confectionnée pour la qualité de vie du patient qui va vivre avec. Ça va faire toute la différence si on a une belle stomie bien faite. Et idéalement, on essaye tous, bien sûr, de la faire un petit peu proéminente. Il faut qu'elle soit sortie assez pour que le liquide qui sort de là tombe directement dans le sac et ne soit pas en contact avec la peau. Au niveau de la colostomie, ce qu'on va s'attendre, c'est que les gens aient des selles de 1 à 3 fois par jour. Et il y a même certaines personnes qui vont avoir des selles aux 2 jours et c'est pas inquiétant. Au niveau des colostomies, les selles, effectivement, sont plus pâteuses parce que le côlon absorbe l'eau. Donc, à ce moment-là, sont plus pâteuses que les iliostomies, par exemple. Mais à ce moment-là, on peut utiliser du lubrifiant qui va aider à ce que les selles ne soient pas collées à l'intérieur du sac. Donc, ça l'aide aussi pour la vidange. Je suis restée juste une semaine à l'hôpital. Puis rapidement, j'ai été autonome. J'ai eu une infirmière qui est venue une fois. Elle m'a mis l'appareillage dans les mains, puis elle m'a dit « fais-le ». Je l'ai fait, puis jamais revenue. Au niveau de l'alimentation, de l'hydratation, il n'y a pas vraiment de recommandations particulières. C'est sûr que c'est toujours bon là, de bien s'hydrater, mais ça ressemble beaucoup plus à quelqu'un qui n'a pas de stomie du tout. Moi, j'essaye de faire semblant qu'il ne s'est rien passé. Puis ça marche quand même relativement bien. Il y a moyen de porter des vêtements pour que le sac ne paraisse pas, puis tout ça. Puis de vivre avec quelques conséquences, mais quand même être capable de fonctionner. Premièrement, on dit « j'ai une stomie ».
Puis là, les gens ne savent pas de quoi on parle. Fait que là, je dis, j'ai un sac. Là, les gens savent de quoi on parle. Fait que là, tout le monde fait, oh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Puis là, on fait, ça va peut-être faire du bruit. Fait que là, tout le monde fait, oh, OK, OK. Mais quand ça arrive la première fois, les gens arrêtent de parler, là, tu sais. Fait que ça, il faut s'habituer à ça. Il y a aussi certains aliments qu'on va consommer qui vont donner plus d'odeur à nos selles. On parle par exemple des oignons, le poisson, les choses comme ça. Donc, à ce moment-là, on va s'assurer de diminuer ça. Il y a certaines personnes aussi qui vont avoir beaucoup de gaz. C'est impossible de les éliminer complètement, mais encore là, il y a certains aliments qui vont causer plus de gaz que d'autres. Donc, c'est à voir, là, chaque personne doit faire certains tests au niveau alimentaire, savoir qu'est-ce qui pourrait aider. À ce moment-là, il y a aussi des sacs avec filtre qui existent. Au lieu que le sac se gonfle d'air, l'air va sortir graduellement du sac et le filtre est au charbon, donc l'odeur reste à l'intérieur, l'air va sortir. Donc, c'est des solutions qui peuvent être utilisées. Comme toute stomie, on peut avoir des stomies qui sont plus invaginées. Fait que là, à ce moment-là, il y a plus de fuite. Les colostomies aussi sont plus odorantes. Donc, à cause des bactéries qui sont dans le côlon, il y a plus d'odeur. À ce moment-là, si ça l'incommode les gens, par exemple, on peut mettre des gouttes qui aident contre les odeurs. Mais les sacs en soi ont un produit à l'intérieur qui aide contre les odeurs. S'il y a des changements au niveau de l'état de la couleur de la stomie, par exemple, qui nous inquiètent, s'il y a des changements au niveau de l'état de la peau, là, on recommande de consulter la stomothérapeute à ce moment-là pour être certain là, qu'on puisse leur donner les bons conseils et qu'ils puissent faire les soins adéquats pour régler le problème et, au besoin, les rencontrer en rendez-vous là, pour ajuster la situation. J'ai jamais senti que j'étais laissée à moi-même. Puis en plus, quand on est en oncologie, on a une infirmière pivot qui répond à nos questions ou qui court pour nous pour trouver les réponses à nos questions. Donc, on est très, très bien encadré. Il arrive des fois que, malgré tous nos efforts, ça ne soit pas une colostomie idéale. Le côlon arrive à peine à sortir, on a de la misère à le sortir plus. Si on tire trop dessus, bien, il manque de circulation sanguine. Et donc, malheureusement, il y a des colostomies, des fois, qu'on est obligé de faire qui ne sont pas à notre goût, en se disant bien, peut-être que plus tard, on va pouvoir la reprendre, ou si elle est temporaire, bien, un jour, on va tout reconnecter, puis elle ne sera plus là. Maintenant, les produits sont fantastiques. Hein? Les produits d'appareillage, moi, je me dis, c'est des gens qui ont des stomies qui ont inventé ça, là. Moi, ce que je dis aux gens qui me demandent c'est quoi, je veux la Cadillac, le meilleur, eh bien, j'ai dit, il n'y en a pas, c'est vous devez trouver ce qui vous convient le mieux et on leur suggère de faire plusieurs essais à ce moment-là puis de voir avec lequel ils sont le plus confortables et surtout celui qui cause le moins de fuite. Ça m'a jamais empêché de faire ce que j'aime faire. Comme moi, j'aime marcher, je marche facilement 2 heures par jour. J'ai mis ça dans mon horaire depuis des années. Puis aussi, être dans l'action, ça diminue l'angoisse. La dernière affaire qu'il faut accepter, c'est de souffrir. C'est des journées de notre vie perdues. C'est carrément ça. N'hésitez pas, souffrez plus. C'est le grand conseil que je peux donner aux gens. Vous allez voir, la vie... tout d'un coup, là, ça devient beau, ça devient le fun, ça devient comme avant, quand on n'avait pas de souffrance, puis ça nous permet de continuer dans la vie, puis de continuer à faire ce qu'on faisait avant. Wow! C'est un super beau message. C'est incroyable, vraiment. Belle vidéo. Sincèrement, les capsules vidéo, vous pouvez les retrouver directement sur le site Internet stomiséry.com. Stomisé, c'est pas d'accent, avec un S, ry.com. Pour les commentaires, info.asry@gmail.com. N'hésitez pas à envoyer justement vos commentaires, vos questions. Si vous avez quoi que ce soit, ils sont là pour pouvoir vous aider. Notre première invitée, Jacques, on reçoit via Zoom Madame Lynne Jubinville. Bonjour, Madame Jubinville. Est-ce qu'on est présent? Oui. Bonjour. Oui. Bonjour, ça va bien?
Merci vous-même. Absolument. Lynn, colostomisée depuis le 3 avril 2018, Oui. est-ce qu'on célèbre ce genre d'événement-là? C'est un événement qui passe pas inaperçu. Ça, c'est certain. À toutes les années, j'y pense. Ça fait 3 ans cette année. C'est encore relativement récent. Mais quand même, oui, on y pense tout le temps. On revoit notre journée. Pour les femmes, quand on a eu des enfants, c'est pareil. On revoit notre accouchement. Oui, exact. Vous êtes entrée, en fait, à l'hôpital le 31 décembre 2017. Oui. Toute une veillée de Oui. jour de l'an. Et vous avez été diagnostiqué d'un cancer du rectum stade 3 Oui. et opéré ensuite en avril. Oui. C'est quand même long le processus entre arriver à l'hôpital et avoir été opéré. Mais comment on se prépare à ce type de chirurgie-là? Bien, d'abord, j'ai été diagnostiquée en octobre. Et en octobre 2017. Puis j'ai commencé à être suivie en radiothérapie par le docteur Isabelle Roy à l'hôpital Cité de la Santé, en même temps en hémato-oncologie par le docteur Daniel Talbot. Et là, j'ai eu en même temps de la radio puis de la chimiothérapie. C'est ça qui m'a emmenée à l'hôpital le 31 décembre. Oh. Ça a été éprouvant, cette partie-là. Je vous dirais que c'est peut-être la partie la plus éprouvante. Puis ensuite, ben là, je suis ressortie de l'hôpital. Puis là, je me suis préparée tranquillement à l'opération. Je me suis même entraînée pour être plus en forme cardio. OK. Oui. Ah, c'est bien. Et après la chirurgie, vous Oui. aviez eu une immense confiance en vos chirurgiens, en tous les gens qui vous ont entouré. Comment ça s'est passé après votre chirurgie? C'est docteur Patrick Monpetit qui m'a opéré, un médecin fantastique, très humain, qui m'avait dit des choses qui m'avaient tellement inspirée. Par exemple, après l'opération, il m'a dit, ben on va laisser faire la nature, puis on va voir comment ça va se passer. Moi, ça allait dans le sens de comment je vois les choses. Puis ensuite, il m'avait dit, il faut rester humble, hein? Il faut rester, avoir de l'humilité par rapport à ce qui arrive, puis voir comment ça va se passer. Puis c'est comme ça que je l'ai abordé après l'opération. Tout de suite après l'opération, 1 mois après, je suis retournée en chimiothérapie. Là, c'était une autre chimiothérapie. Et croyez-le ou non, docteur Monpetit m'avait dit que ça serait de la vraie chimio. Excellent. Et je ne sais pas si je brise un scoop nécessairement. Jacques, vous saurez me le dire. Lynn, vous allez être, à partir du mois d'avril, sur le CA de l'Association des stomisés Richelieu-Yamaska. Félicitations. Bien, merci. C'est un scoop qu'on veut dévoiler. Oui, absolument, absolument. Lynn Jubainville. Bien contente de me joindre au conseil d'administration, oui. Un énorme merci pour votre partage. Merci. Je vous souhaite une bonne suite à ce niveau-là. Merci beaucoup. Jacques, Oui, il y a des tabous face aux stomies. oui. On en a un peu entendu parler dans la première vidéo, évidemment. Tout ce qui est odeur, tout ce qui est un sac, ça peut déborder, ça fait des sons. C'est quoi les plus grands tabous qu'on a au niveau des stomies? Oui, moi, je me souviens, là, ça fait déjà 50 ans que je suis stomisé. Et mon père connaissait très bien dans notre petit village quelqu'un qui vivait avec une stomie. Puis c'était, selon ce qu'il entendait dire, qu'on entendait, c'était pas drôle. Il y avait des odeurs, c'était dégueulasse. Même les sacs décollaient souvent, etc. Mais là, on est rendu dans un autre monde, là. Les compagnies, ils sont plus sophistiqués. Ils ont préparé des produits plus à la fine pointe, comme Lynn Jubainville a mentionné dans la vidéo. Et je pense qu'on doit faire confiance aussi à ce qui s'en vient, là. Ça progresse. On est dans un progrès. Puis une personne qui l'entretient bien, la stomie, comme moi, j'ai pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de décollage. Je garde les sacs 5 à 7 jours et la vie, elle est belle, comme on a dit tantôt. Exactement. On est ailleurs maintenant. On est ailleurs. On est ailleurs. On a une deuxième vidéo
qui parle de quelque chose de différent, en fait, un deuxième type de chirurgie, iléostomie. Oui. Cette vidéo-là, en fait, est avec Mme Nathalie Viault. On écoute ça tout de suite. Dans le fond, moi, j'ai eu une iléostomie, puis ça veut dire que je me suis fait enlever tout le gros intestin au complet. C'est suite à 3 opérations intestinales, des tumeurs cancéreuses que j'ai eues. L'iléon, c'est une partie du petit intestin. Vous savez, quand on mange, les aliments passent dans la bouche, l'œsophage, l'estomac, circulent ensuite dans le petit intestin avant d'arriver au côlon. Et dans le petit intestin, la dernière partie s'appelle l'iléon. Et donc, une iléostomie, c'est une stomie faite avec cette dernière partie du petit intestin. Au niveau de l'iléostomie, il y a une particularité parce qu'à ce moment-là, les aliments ne vont pas passer dans le côlon qui a pour rôle d'absorber les liquides. Donc, il n'y a plus de risque de déshydratation. Si on a décidé d'enlever le côlon au complet, ce qu'on fait dans certaines maladies, surtout les maladies inflammatoires du côlon, ou par exemple des gens qui sont prédisposés à faire plusieurs cancers du côlon, on pourrait décider d'enlever tout le côlon et peut-être le rectum. Et dans ce cas-là, on aurait une iléostomie. Moi, ce que je dis aux patients, c'est que tant aussi longtemps que les patients ils ont une stomie, on est là pour eux. Peu importe la situation, puis je pense que ça les rassure vraiment beaucoup. Je passais ma vie dans ma chambre de bain. C'était vraiment ça. Je pouvais plus sortir, je pouvais plus aller nulle part parce que j'avais des accidents. Puis sinon, j'étais à l'hôpital ou hospitalisée, fait que j'avais plus vraiment de vie. La première opération, c'était par la laparoscopie. On m'a enlevé une partie du gros intestin, le côlon ascendant. Quelques années après, 2-3 ans après, c'était le transverse. Et 9 ans après, on m'a opéré pour un colorectal, que c'était une iléostomie permanente. Par exemple, dans les maladies inflammatoires, un exemple typique, maladie de Crohn, ça se peut qu'on ait enlevé la partie malade et quelques années plus tard, malheureusement, la maladie est revenue et nécessite une nouvelle chirurgie. Et si c'est dans le coin de la stomie, on pourrait décider de refaire la nouvelle stomie en enlevant un autre petit bout d'intestin. Je suis une personne anxieuse en général depuis toujours, fait que ça l'aidait pas avec ce que je vivais. Fait que quand je suis rentrée la dernière fois, ça faisait en 1 an, ça faisait 2 fois que j'étais hospitalisée. Puis j'ai dit que là, si ça changeait pas, c'était fini parce que j'étais plus capable de vivre comme ça. J'avais demandé à mon médecin, faites en sorte que je n'aie pas une stomie. Puis lui, il m'avait dit, oui, je pourrais, mais sauf que tu n'auras pas une qualité de vie. La qualité de vie d'un patient qui est porteur d'une stomie va dépendre beaucoup de la qualité de la stomie qu'on confectionne. Et idéalement, on essaye tous, bien sûr, de la faire un petit peu proéminente. Il faut qu'elle soit sortie assez pour que le liquide qui sort de là tombe directement dans le sac et ne soit pas en contact avec la peau. Si on a des problèmes d'appareillage à répétition, s'il y a des problèmes au niveau d'irritation de la peau, c'est des choses qu'on va avoir besoin de consulter la stomothérapeute. Il faut vraiment s'adapter à la personne qu'on a devant nous. Si on a une stomie qui est bien extériorisée, on peut se permettre des fois un champ plat. Une stomie qui est plus affleurante, invaginée, on peut mettre une convexité. S'il y a beaucoup de fuites, on peut mettre des ceintures. On peut mettre des petites rondelles aussi. Ça fait 3 mois que je l'ai, dans le fond. Fait que j'apprends encore à tous les jours comment ça fonctionne, puis des petites surprises, puis des affaires comme ça. Mais sinon, en général, ça va vraiment bien. Moi, j'ai été un sportif. J'ai pratiqué de nombreux sports, dont le vélo de compétition. Mes problèmes de santé, ça a peut-être changé des choses, mais ça ne m'a jamais empêché de continuer ma passion, qui était le vélo. Pour l'iléostomie, il y a quelque chose de particulier. L'extérieur de l'intestin n'est pas fait pour tolérer le liquide intestinal. Quelqu'un, historiquement, qui s'appelle Brooke, a découvert que si on éversait l'intestin, c'est juste la muqueuse qui est exposée et la muqueuse, elle tolère très bien. C'est sûr qu'étant donné que les selles sont plus corrosives, il y a des gens qui vont avoir plus de problèmes d'irritation, donc de fuite au niveau de la collerette. Fait qu'il faut s'assurer de bien faire les ajustements au niveau de l'appareillage. L'entretien, ça va bien. Il y a beaucoup de produits, puis on a des conseils aussi via l'association. On a des stomothérapeutes aussi qui sont là pour nous conseiller. Je pense qu'on peut aller chercher les ressources qu'on a besoin, puis on est capable de trouver un confort adéquat par la suite.
Si la peau elle est saine, on n'a pas besoin de mettre un produit sur la peau parce qu'il ne faut pas oublier que les champs protecteurs vont mieux s'agripper aux pores de peau et vont très bien tenir. Je peux recommencer à vivre. Là, je peux aller faire mes commissions, je peux aller faire mon épicerie. Juste aller en me promenant en auto, j'ai plus peur d'être malade. S'ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup plus de sel que d'habitude et que les sels sont plus liquides, à ce moment-là, ils sont à risque de se déshydrater. Donc, de 6 à 8 verres d'eau par jour, à peu près 1,5 litre de liquide. Et si les gens sentent des signes de déshydratation, bien, il faut qu'ils consultent. Éviter tout ce qui est petits grains. Par exemple, le concombre, il y a des petits grains, donc il peut y avoir des blocages à ce moment-là. Le céleri, donc c'est filamenteux, il peut y avoir des blocages. Et ce qu'on recommande aux gens, par exemple, de faire, c'est de prendre de l'eau tiède chaude pour aider à déloger le blocage. Ou encore, on peut faire un massage au pourtour de la stomie qui va aider. Bizarrement, mon plus gros complexe, c'était mon ventre. Fait que là, j'ai le sac dessus maintenant, puis ça m'a donné une confiance, parce que là, je sais jamais comment l'expliquer, mais ça m'a débloqué mon complexe de j'ai peut-être un gros ventre ou d'autres problèmes, tandis que là, ça m'a sauvé la vie. Fait que je me dis, je vais pas être malheureuse pour ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'adaptations à avoir avec une stomie, mais on s'y fait. Il y a des maladies où on enlève tout le côlon, on reconstruit avec l'anus, mais là, ça fait beaucoup de sutures dans le bassin et on ne veut pas que les selles aillent là tout de suite. On veut que ça guérisse un peu. Alors, on va faire une iléostomie temporaire pour que les selles sortent là, n'aillent pas vers l'anus jusqu'à ce que ça guérisse. Et plus tard, on peut vérifier, être sûr que c'est bien guéri avant de refermer la stomie. On est chanceux au Québec d'avoir des médecins spécialistes, puis notre système hospitalier aussi. Des fois, c'est pas nécessairement un problème d'appareillage, mais on est quand même le pont avec les chirurgiens. Donc, un segment digestif, par exemple. La peau est correcte, mais il y a un segment digestif. C'est sûr qu'on va voir les patients avec les chirurgiens. Donc, on est un pont avec les chirurgiens. Des fois, un patient doit vivre avec ce qu'on appelle un prolapsus d'une iléostomie. C'est quoi un prolapsus? L'iléostomie, je vous disais qu'elle doit être un petit peu sortie. Et des fois, on la fait comme ça, mais on découvre avec le temps qu'elle sort de plus en plus. Et des fois, ça peut atteindre des dimensions assez longues. Donc, c'est une complication qui peut arriver et c'est à nous de trouver à ce moment-là la meilleure façon de gérer ça. Au niveau d'intimité, la vie continue. Puis ma conjointe, là, je pense qu'elle s'est adaptée à la situation. Puis des fois, on rit de ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Bien, ça a apporté qu'on a retrouvé une intimité. Parce que quand j'étais malade, on n'en avait plus. Fait que ça faisait vraiment... Il a été patient, ça faisait un bon bout qu'il n'y avait plus d'intimité. Je me sentais pas attirante puis tout. Puis avec le sac, bizarrement, ça m'a redonné confiance en moi. Parce que là, je retrouve mon énergie, je retrouve un peu la personne que j'étais. Fait que ça ne change rien. Ça se passe comme avant tout ce qui est arrivé, dans le fond. Si j'aurais à conseiller des gens devant la situation, je leur dirais « Go, allez-y, la médecine est là. » C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, je pense. Oh, ouais, parce que j'allais vraiment pas bien. Puis là, je retrouve une vie que j'ai jamais eue, quasiment. Ça a prolongé ma vie, puis moi, je ne serai jamais assez reconnaissant envers mon médecin traitant. Dr Richard Rattel, c'est mon prix Nobel de la médecine. Je trouve que j'ai attendu trop longtemps avant de l'avoir, parce que pendant 2 ans de temps, j'essayais des traitements pour voir si ça allait marcher, puis il n'y en avait jamais qui marchaient. On passe à travers facilement, puis on continue à vivre, hein? On continue à vivre. En fait, même, je pense qu'à la limite de ce que je crois entendre, on recommence même à vivre. Hein? Oui. C'est vraiment fantastique. Une super belle production, encore une fois. Vous pouvez retrouver les capsules sur le site Internet stomiser.com, stomiser pas d'accent avec un S. Et vous pouvez envoyer vos commentaires aussi par courriel info.asry@gmail.com. Commentaires, questions. On va se faire un plaisir de pouvoir y répondre par la suite. Je me suis trompé tantôt. En fait, j'ai dit que c'était avec Nathalie Viault, mais non, c'est la prochaine qu'on va parler avec Nathalie Viault. Jacques, il y a une stomie qui est un petit peu différente, en fait, des autres, qui est un peu plus compliquée. Pouvez-vous juste nous en parler un petit peu, qu'on puisse après ça aller voir l'extrait? Oui, c'est grâce à Stéphanie Desrosiers qui nous a fait une belle démonstration. Puis vous allez voir par la suite de cette présentation-là, on va mettre sur YouTube 4 vidéos de 2 minutes parce que Stéphanie a pris le temps de nous expliquer comme il faut comment elle peut adapter l'appareillage, dont celle qu'on va voir, la stomie invaginante.
la stomie invaginante. On écoute l'extrait tout de suite. Voici une stomie qui est invaginée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une stomie qui est en fait renfoncée par rapport au niveau de la peau, comme on peut voir ici. Et quand on regarde la stomie, on l'imagine un peu comme une horloge. Donc, on voit ici qu'à 3h et 9h, il y a des creux. OK? Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va utiliser, par exemple, une rondelle. Dépendamment des types de rondelles, mais moi, j'ai tendance, surtout celle-là ici, de la réchauffer, comme ça, avec mes mains. On peut faire ça quelques secondes. Avec la chaleur du corps, elle aide à bien se mouler. On a dit invaginante, c'est invaginé. Je m'excuse à ce niveau-là. Notre prochaine invitée, c'est Nathalie Villot. On a Nathalie Villot via Zoom, qui est une prof de musique au primaire. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Excellent. Nathalie, professeure de musique au primaire, participée à La Voix. Et à 16 ans, vous êtes diagnostiquée avec la maladie de Crohn. Comment ça s'est passé par la suite? Vous avez eu une première expérience plutôt désagréable, je crois, une mauvaise première expérience au niveau de la chirurgie? Bien, en fait, comme vous venez de le dire, à 16 ans, j'ai été diagnostiquée maladie de Crohn et ça s'est tiré sur plusieurs années jusqu'à l'âge de 25 ans où là, ben, il n'y avait plus de solution autre que de devenir stomisée. Moi, je ne voulais pas être stomisée, c'était sûr. Et puis, ben, j'étais comme placée, j'étais placée face à un choix, celui de décider de vivre ou celui de mourir. Donc, le choix a été simple. Et puis, ben, depuis ce temps-là, ben, ça va faire maintenant 28 ans que je suis stomisée. Wow! Et c'est quand même plusieurs opérations qui se sont passées. Votre dernière, c'était il y a environ 8-9 ans, je crois? Absolument, oui. Donc, c'est sûr qu'avec une maladie de Crohn, ben, même si on enlève la partie intestinale là, qui est malade, ça se peut que ça revienne un peu plus tard. Donc, aux 4 ans, je sais pas pourquoi, aux 4 ans, j'étais cédulée, je subissais une autre opération, puis une autre, jusqu'à 6. Et là, ça fait 7-8 ans que j'ai plus rien. Je croise mes doigts, c'est super, je suis heureuse. Je suis en gratitude envers mon corps. Wow! C'est incroyable. Et je crois que vous êtes en amour. Oui! Je prends la peine de le dire parce que je trouve que c'est important de voir justement que malgré les stomies, malgré les opérations, malgré tout le chemin que vous faites, c'est possible de trouver l'amour, puis tomber en amour, puis justement de vivre à travers ça. Exact? Absolument. C'est sûr que c'est peut-être plus difficile de trouver la bonne personne parce que on est dans un monde un peu superficiel, un monde qui se fie d'abord et avant tout à l'image. Et quand on nous voit, les personnes, on ne peut pas savoir si elles sont stomisées ou pas. Et là, c'est là qu'on voit les vraies personnes qui ont un cœur et qui aiment avec leur cœur. C'est là qu'on voit qu'il y en a qui s'en vont en courant parce que quand tu leur dis ben, « je suis stomisée, j'ai un sac ben là, il fait « ah, OK, c'est correct ». On passe à autre chose. Donc, c'est là qu'on voit les personnes qui nous aiment vraiment pour qui on est. Et pour vrai, je pense que c'est un avantage dans la vie parce qu'on est choisi pour ce qu'on est et non ce qu'on représente. Exactement. Nathalie, je vous remercie énormément du témoignage et je vous souhaite aussi une excellente suite. Merci. Jacques, votre association a des bénévoles, évidemment, souvent à la recherche de bénévoles, tout comme à peu près bonne association qui existe. Qu'est-ce que vos bénévoles font exactement pour l'association? C'est pas n'importe quelle sorte de bénévole. Ce sont des gens qu'on veut former, qui vont être formés par des professionnels de la santé. Puis on veut que ces gens-là fassent un petit peu ce que je fais là, présentement toute seule, de répondre aux appels des gens qu'on a d'un peu partout. J'en ai de Rouyn-Noranda, de Gatineau, de Sherbrooke. Mais on veut que ces bénévoles-là apprennent vraiment comment écouter, comment savoir qu'est-ce que l'autre peut vivre. Puis ils l'ont déjà vécu. Ce sont des stomisés qui vont apprendre à écouter puis à aider, à supporter des gens pour peut-être les diriger vers les bonnes personnes. Éviter de perdre du temps. Oui.
Oui, parce qu'on veut, en fait, toujours juste s'assurer de gagner du temps pour, justement, à profiter de la vie pleinement. C'est ça. La troisième vidéo qu'on va regarder ensemble, ça parle d'une sorte de chirurgie qu'on veut vraiment bien comprendre parce que c'est un petit peu particulier de par sa technique. Oui. Exact. On parle de l'urostomie. L'urostomie. C'est une stomie qui est un peu, je dirais, négligée, comme Louise Bouchard le mentionne souvent. On n'en parle pas souvent parce que c'est un sac pour les urines. Puis là, bien, grâce au docteur Paul Perrotte que vous allez entendre, il nous a permis de vulgariser ça un peu. Comment ils font la chirurgie, puis avec les stomothérapeutes, comment on traite aussi l'appareillage, tout ça. Excellent. Alors, on écoute cette troisième vidéo-là tout de suite. Moi, j'ai été opérée en 2004, mais ça faisait des années et des années et des années que je faisais des infections urinaires. La fonction première de la vessie étant d'un réservoir de stocker, d'emmagasiner l'urine. Lorsque celle-ci est incapable de le faire, les gens sont malheureux, n'ont pas de qualité de vie, étant donné qu'ils sont toujours rendus à aller uriner. Tout ce qui a touché à la vessie doit être enlevé parce que ça peut être touché par le cancer. L'urostomie, c'est la façon qu'on réussit à évacuer les urines lorsque, naturellement, la vessie n'est plus en place ou n'est plus fonctionnelle. Quand j'étais petite, j'avais des médicaments 9 mois sur 12. Fait que pour moi, là, cette opération-là, ça a été une délivrance. Les urtères, qui sont les canaux qui amènent les urines des reins vers la vessie, sont de très petits tubes, 4-5 mm de diamètre, courts. On ne peut pas les amener à la peau. Ça a déjà été tenté il y a bien longtemps, mais il y avait des problèmes de rétrécissement, d'urtères trop courts et de blocage des reins. Dans les années 1800, un dénommé Bricaire, un Français, a décidé de prendre un bout d'intestin grêle et de l'amener à la peau et à l'intérieur du ventre, de faire les coutures entre les urtères et ce bout d'intestin-là et d'amener les urines à la peau. L'avantage, c'est que l'intestin grêle a environ 2,5 cm de diamètre et il n'y a pas ces rétrécissements-là. Donc, l'urostomie est installée à droite, principalement parce qu'on doit passer l'urtère gauche sous les vaisseaux sanguins qui nourrissent l'intestin et que l'inverse n'est pas possible étant donné qu'à gauche, on a le gros intestin, le sigmoïde. Quand on est confronté avec des vaisseaux courts ou une paroi épaisse, quelquefois on n'arrive pas à bien inverser l'urostomie, à la faire déborder d'1 centimètre ou 2 au-dessus de la peau. Et ces gens-là ont des urostomies courtes et des fois un peu concaves, ce qui fait qu'ils peuvent être difficiles à instrumenter. De la même manière, une urostomie qui peut être parfaitement bien faite, puis l'anatomie propice peut, avec le temps, changer parce que l'anatomie peut changer, prise de poids, une hernie qui peut se développer au pourtour de l'urostomie et faire que l'instrumentation devient difficile. Dans les cas où la stomie est très peu sortie, ça peut être utile d'avoir une convexité qui va faire ressortir un peu plus la stomie puis éviter l'urine de passer en dessous de la collerette. Et aussi pour certaines personnes qui ont des creux, des replis, des inégalités au niveau de la peau, ça peut être une bonne idée d'ajouter une convexité là, pour aplanir et effectivement là, éviter qu'il y ait des fuites. Au début, c'était des infirmières qui sont venues chez moi pendant 2 mois. Puis après ça, c'est mon mari qui me l'installait parce que moi, je pouvais pas me pencher. Puis à ce temps, je le fais. Puis ça me prend même pas 5 minutes de faire mon changement. Les stomothérapeutes, les professionnels qui s'occupent des gens avec des stomies, que ce soit des colostomies ou des urostomies, ont toutes sortes de trucs et d'appareillages pour essayer justement d'inverser le plus possible l'urostomie pour qu'elle soit étanche. Le changement de l'appareillage se fait à tous les 16 jours. C'est sûr que ça peut être plus long, mais c'est toujours mieux de le faire aux 16 jours pour pas avoir de problème de fuite. Parce que quand ça coule, ça abîme la peau autour de la stomie. Fait que 16 jours, t'es sûr que t'as pas de trou.
Si c'est des choses qui arrivent à répétition, à ce moment-là, il faut faire réévaluer l'appareillage, changer le modèle, peut-être des fois changer les accessoires en dessous. On peut changer le type de collerette. Parfois, on a une collerette plat, avec un champ plat, et on aura besoin d'une convexité si la stomie n'est pas très extériorisée. Et on peut aussi ajouter une ceinture. Ça aide dans plusieurs cas d'ajouter la ceinture pour augmenter l'étanchéité au niveau de la collerette. La seule raison pourquoi on doit réopérer, c'est pour réparer l'urostomie. Soit qu'elle est trop entrée, invaginée à l'intérieur, soit qu'il se fait des rétrécissements. La peau peut finir par recouvrir la muqueuse, qui est le recouvrement de l'intestin, et faire que l'urine ne s'écoule pas correctement. Quand on est porteur d'une urostomie, les conseils qu'on va donner aux gens, en fait, c'est de bien s'hydrater. Donc, de boire habituellement au moins 1,5 litre d'eau par jour, ce qui a pour effet de bien nettoyer les voies urinaires, s'assurer que l'urine est claire, malgré qu'il peut y avoir du mucus à l'intérieur du sac, là, ce qui est tout à fait normal et ce qui n'est pas inquiétant. Parce que ce qu'on va vouloir surveiller chez ces gens-là, c'est l'apparition des signes et symptômes d'infection urinaire. Donc, l'urine trouble, nauséabonde, plus concentrée. Donc, ça, c'est les signes des douleurs dans le bas du dos, de la fièvre. Donc, à ce moment-là, on va demander aux gens d'aller consulter. Bien, mon intimité, ça va très bien. C'est sûr qu'au début, ça a été un petit peu plus difficile, qu'on s'habitue, mais maintenant, là, il n'y a plus aucun problème, tout va bien, puis non, on a une belle vie. Le docteur Paul Perrotte, c'est lui qui a été mon ange. Il venait à l'hôpital quand j'ai été opérée. Le lendemain de l'opération, il était dans ma chambre, à côté de moi. On s'écrit de temps en temps, puis on est resté en contact. Si j'avais pas eu ma stomie, my God, je sais pas si je serais encore là. D'après moi, je serais plus là. C'est ça qui m'a sauvée. On le voit, hein? On peut écouter justement les capsules, on peut les réécouter directement via le site Internet stomiser.com. Stomiser, pas d'accent, avec un S, ry.com. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous le faites par courriel info.asry@gmail.com. On l'entend, hein? Justement, c'est très intéressant de voir en fait que c'est ce qui a libéré quelqu'un. Notre prochaine invitée, Madame Louise Bouchard, qu'on a justement vue directement dans la vidéo. Madame Bouchard, bonjour. Bonjour à vous. Ça va bien? Très bien, vous? Excellent, absolument. Madame Bouchard, vous êtes urostomisée depuis 2004. À ce moment-là, vous aviez 45 ans. Donc, ce qui veut dire en fait que vous n'avez pas de vessie, exact? C'est bien ça. J'ai un sac que je porte là, sur mon ventre, là, puis c'est ça qui me sert de vessie. Vous avez parlé du docteur Paul Perrotte qui vous a suivi et en fait, c'est lui qui nous a ouvert les portes, même d'ailleurs, pour pouvoir aller filmer les magnifiques capsules qui ont été faites. J'aimerais ça que vous me parliez un peu du sentiment de sécurité et la confiance que vous aviez envers justement vos chirurgiens. Ben, ça, c'est sûr que moi, j'avais un urologue ici à Saint-Hyacinthe, mais il m'a transféré au docteur Perrotte au CHUM. Ben, dans le temps, c'était l'hôpital Saint-Luc. Et puis, ça n'a pas été long. J'étais arrivée de vacances à mi-janvier. J'ai rencontré le docteur Perrotte en février, puis j'étais opérée en mars. Wow! C'est quand même assez rapide, c'est bien. Ouais. Vous parlez aussi dans la capsule de la compréhension que vous avez, évidemment, de votre famille, votre mari, votre fils. Et vous parlez aussi d'intimité. C'est quelque chose qui reprend éventuellement, justement, avec le temps. C'est une adaptation qu'il y a à se faire, et j'imagine, pas juste avec vous, avec les gens qui vous entourent. C'est ça. Et puis... Mais même mon fils, il n'a pas... ça ne l'a pas dérangé que sa mère ait une stomie, puis lui, il avait quand même 20 quelques années là, dans le temps.
il était à l'université. Et puis, mes petits-enfants, pour eux autres, c'est normal. C'est naturel. C'est comme ça. Oui, c'est naturel. Mamie, elle a un sac. Puis ils trouvent ça bien drôle, mais je leur ai tout montré comment ça fonctionnait, la plaque, le sac, puis comment mamie, elle mettait ça. Puis non, ils sont vraiment contents de savoir comment ça fonctionne. Oui, exactement. C'est une belle éducation à faire, d'ailleurs, pour ces jeunes enfants-là. Madame Bouchard, je vous remercie beaucoup du temps que vous avez pris avec nous. Je vous souhaite aussi une excellente suite à ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup. C'est quand même beau à voir. Puis, en fait, je trouve ça vraiment le fun d'avoir vu ce côté-là. Puis, je trouve ça aussi intéressant. On va parler avec quelqu'un qui, je viens de voir justement tout à l'heure quand elle a écouté la vidéo, ça l'a touché aussi de voir que c'est ce qui avait sauvé Mme Bouchard. On accueille Victoria Spett en direct. Oui. Bonjour Victoria, Bonjour. Ça va bien? Ben oui, vous? Oui. Victoria, tu as été choisie comme la nouvelle porte-parole de l'Association des stomisés Richelieu-Yamaska. Oui. Et beau choix, très bon choix. J'aimerais savoir, Victoria, en fait, pourquoi tu as accepté d'être porte-parole de cette association-là? Bien, parce que j'avais beau être super bien entourée. J'avais beaucoup de soutien, mais j'avais pas de soutien de quelqu'un qui comprenait ce que je vivais. Fait que je me sentais seule dans cette situation-là. Puis moi, ce que je veux apporter aux gens, c'est montrer que tu n'es pas seul, que c'est des affaires qui arrivent, puis qu'avoir une stomie, c'est vraiment pas quelque chose d'être gêné d'avoir. Non. Et même au contraire, de ce que j'entends le plus dans les vidéos, c'est que au contraire, ça ramène beaucoup de positifs. Ça a tout ramené ma vie. Là, complètement. Jacques, pourquoi avoir choisi Victoria comme porte-parole? Parce que j'ai eu l'occasion d'aller la rencontrer avant son opération. Elle a vécu l'opération d'une façon extraordinaire. Puis moi, je me dis que l'essentiel, des fois, si on avait la chance, les stomisés bénévoles, de les rencontrer avant, pour un peu dédramatiser tout ce qu'ils ont à vivre, ça serait un excellent moyen. Puis Victoria, c'est l'exemple parfait là, d'une jeune qui peut attirer d'autres jeunes, qui n'a pas rien de dramatique de vivre avec une stomie. Vous l'avez entendu parler, puis je pense qu'elle peut en convaincre plusieurs de faire partie de notre association et que la vie peut continuer, puis la vie est beaucoup plus belle après l'opération. Absolument. On parle justement de l'âge de Victoria. Je me permets de dire que tu as 25 ans, Victoria. Oui. Et conjoint Sylvain Lapierre. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Sylvain, je te pose la question directement. Ça change une vie, une stomie, évidemment, pour la personne qui subit la stomie, mais en couple, c'est complètement différent aussi. C'est une adaptation. Oui, c'est une adaptation, mais en même temps, c'est retrouver une vie un peu plus normale parce qu'on ne se le cachera pas, durant la maladie, on met la vie sur pause parce qu'on ne peut pas faire grand-chose, parce que, comme on l'a vu dans la vidéo, fallait rester proche des toilettes, on avait peur d'aller trop loin, on avait peur de faire des activités. Puis là, on recommence à faire des activités, bien sûr, limitées par la pandémie, limite, mais on peut recommencer à sortir sans avoir peur, sans se dire, OK, là, il faudrait peut-être penser à trouver une toilette éventuellement tout de suite. C'est le fun, c'est beau aussi. Victoria, j'imagine que tu dois être tellement reconnaissante aussi que Sylvain est là. Il a été patient. Il a tellement essayé d'aider, plein de solutions que j'aurais pas pu demander mieux. C'est tellement le fun. C'est beau à voir, puis je pense que tu vas faire justement un excellent travail à titre de porte-parole pour l'association. Je suis convaincu que tu vas pouvoir l'épauler très bien aussi, Sylvain, dans son travail de du mieux que je peux. Excellent. On va parler avec... Et là, je vais dire le terme, puis j'ai vraiment eu de la misère depuis le début. Stomothérapeute, c'est ça, hein? Ça, c'est le bon terme. C'est ça. On va parler à des stomothérapeutes et ensuite à des chirurgiens. La première personne à qui on parle, c'est Mme Stéphanie Desrosiers, qui est stomothérapeute. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Stéphanie, je veux vraiment prendre le petit 2 secondes pour dire félicitations pour le travail que vous faites, mais aussi dans la façon que vous vous exprimez, dans la façon... J'ai regardé justement toutes les capsules qui ont été filmées. Vous parlez de façon tellement naturelle et pédagogique. Je disais tout à l'heure, pendant la diffusion de la capsule à Jacques tout à l'heure,
Je pense que sincèrement, je ne suis pas stomisé, je pourrais probablement changer un sac après avoir écouté ça. Donc, félicitations, je trouve que vous faites vraiment un excellent travail. Je vais vous poser une question. Oui. Ça serait quoi, en fait, l'importance de parler à une stomothérapeute avant, pendant et après la chirurgie? Oui. Donc, en fait, avant la chirurgie, c'est important de nous parler parce qu'on peut faire de l'enseignement, donner des informations nécessaires pour rassurer et pour aider les personnes à prendre des décisions face à leur chirurgie qui leur sont offertes par les chirurgiens. Et après la chirurgie, je vous dirais qu'il y aurait principalement 3 choses. C'est que ça permet, dans le fond, aux personnes d'exprimer leurs craintes parce que c'est à ce moment-là que les choses se concrétisent dans leur nouvelle vie. Ensuite, bon, il ne faut pas oublier qu'en contexte de pandémie, l'aide physique est plus limitée et que l'isolement est plus présent. Et à ce moment-là, on peut donner, offrir des ressources pour aider ces personnes-là. Et enfin, ça permet aussi d'ajuster la compréhension de l'enseignement reçu et de donner des conseils, en fait, pour que les personnes soient plus confiantes et autonomes dans leurs soins. Wow! Bien, évidemment, je trouve que c'est un excellent travail que vous faites à ce niveau-là. Stéphanie, un énorme merci d'avoir participé au projet. Merci d'avoir été là ici aujourd'hui aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Et là, Jacques, c'est un travail assez incroyable, stomothérapeute. On a une deuxième stomothérapeute aussi qui est en ligne via Zoom. On parle avec Mme Julie Matteau. Bonjour, Julie. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Absolument. Petite question, outre la préparation à la chirurgie, comment est-ce qu'on pourrait décrire le rôle justement d'une stomothérapeute? Bien, le rôle de la stomothérapeute, ça va être de transmettre toutes les connaissances de base aux patients pour qu'ils soient capables d'affronter son nouveau rôle. Aussi, c'est un rôle de soutien pour aider les personnes pendant l'adaptation parce que après la chirurgie, là, quand on se retrouve avec une nouvelle stomie, pour certains, c'est plus facile. Pour d'autres, c'est un choc puis ça demande toute une adaptation. On va aussi avoir le rôle de préparer les patients pour le retour à la maison, les outiller, les référer vers les différentes ressources, comme par exemple l'association. Puis finalement, un peu comme Stéphanie l'a dit, on va être là aussi à l'externe pour faire le soutien des gens, répondre à leurs questions, et aussi faire le suivi pour ceux qui ont des problèmes d'appareillage et qui ont besoin d'avoir des ajustements. Donc, c'est l'essentiel de notre travail. Vous faites un excellent travail, Julie. Je vous lève mon chapeau. Félicitations. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présente justement aujourd'hui, mais aussi pour les capsules. Merci. On va parler maintenant directement aux chirurgiens. Les chirurgiens qui font les stomies, justement. Et on parle premièrement au docteur Wassef. Bonjour, docteur Wassef. Bonjour à vous. Vous allez bien? Ça va très bien, merci vous-même. Absolument. Docteur Wassef, vous pratiquez les stomies depuis combien de temps exactement? Un grand nombre d'années. Moi, j'ai commencé ma pratique après ma formation, donc en 1986. Donc, vous voyez le nombre d'années que... Wow! Et j'imagine qu'au fur et à mesure des années, vous avez été justement présent pour toute l'évolution à travers justement les chirurgies. J'imagine les différents types de chirurgie, mais aussi les différentes techniques et tout ça. Donc, vous êtes arrivé maintenant à une étape. Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir encore quelque chose, des choses qui vont développer dans le futur? Ça n'a jamais arrêté de développer, fait que je suis dans l'optique qu'il y aura toujours des améliorations. On a vu des améliorations au niveau de la technique même chirurgicale pour faire des meilleures stomies, mais aussi pour parfois éviter des stomies qui, il y a quelques années, auraient été la seule solution. Oh. Mais aussi, on a vu beaucoup de supports se développer autour des patients stomisés grâce aux stomothérapeutes dont le rôle a grandi beaucoup dans les 30 ans que je viens de mentionner de ma pratique. Absolument. L'association, comme on voit ici, qui prennent un rôle de leadership dans le soutien des patients stomisés. Absolument. Et pour quelle raison vous avez décidé de participer, justement, vous avez accepté de participer à ce projet-là de capsule? Mais quand M. Baudreau m'avait fait la demande, je n'ai pas hésité 2 secondes. J'ai une grande admiration. Je pense que c'est ce qui paraît beaucoup dans les capsules qu'on a vues. Les personnes vraiment courageuses, c'est les patients. C'est les patients qui doivent confronter l'annonce d'une maladie grave, confronter les options chirurgicales qui, au départ, sont très difficiles. Et la résilience humaine là, qui fait qu'on passe à travers, qu'on reprend la vie, je trouve ça formidable.
Fait que si on peut aider ça, et je pense que c'est le rôle que nos collègues stomothérapeutes font très bien, mais si on peut aider ça et encourager ça, c'est formidable. Eh bien, je considère effectivement que vous faites aussi un excellent travail, Dr. Wassef. Je vous remercie énormément d'avoir participé au projet et je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À vous aussi. C'est vraiment, sincèrement, moi, je considère que c'est une des journées les plus éducatives que j'ai eues depuis longtemps. Et là, on va parler à un autre chirurgien, le Dr. Perrotte. Bonjour, Dr. Perrotte. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui. Premièrement, je vais vous dire un énorme merci de la part de toute l'équipe de l'association, mais aussi de l'équipe de tournage, d'avoir permis d'ouvrir les portes directement au CHUM pour pouvoir tourner ces capsules-là. Ça a été vraiment, je crois, un franc succès au niveau de l'association. Pourquoi c'est si important qu'on continue à parler des différentes stomies? Bien, je pense qu'une des choses qui est très importante, c'est tout le support que des associations comme l'Association des stomisés peut apporter aux patients, beaucoup plus que nous, les médecins. Je dirais le rôle des stomothérapeutes est aussi probablement tellement important après la chirurgie. Donc, il faut aider les patients parce que pour eux, comme on l'a dit, ça peut être stressant, ça peut être des fois déprimant d'avoir un changement si drastique dans l'image corporelle. Puis ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a une vie après les stomies, une vie qui est active, pleine, heureuse, à la fois au travail ou bien aux activités physiques ou bien dans l'intimité. Donc, c'est important, ce rôle d'éducation auprès de nos patients, de support auprès de nos patients. Puis ça passe par ces associations-là beaucoup plus que par nous, ce qu'on peut offrir, qui est vraiment très court dans le temps. Quand on parle de support et d'éducation, on le fait. On est toujours là pour nos patients, mais les patients ont besoin de, comme certainement été bien dit, ils ont besoin de parler à des gens qui ont vécu la même chose, puis ils sont capables de pouvoir, à ce moment-là, beaucoup plus se rapporter à leur vécu, puis ça donne de l'espoir. Donc, les associations de support, je participe à l'association de support des patients de cancer de la prostate au CHUM, c'est par là que beaucoup d'informations et de l'information concrète, précise, supportante pour les patients, ça passe. Donc, c'est une initiative incroyable. Avec ici, là, vous avez vu les gens qui sont des stomisés, c'est des leaders et des gens qui s'impliquent, tous les patients qui sont là. C'est eux autres les vrais héros, comme a dit... les vedettes. C'est eux autres les vrais combattants. Absolument. Monsieur Perrotte, je vous remercie énormément d'avoir participé au projet, puis je vous remercie aussi énormément aujourd'hui d'avoir pris le temps de nous jaser. Ça fait plaisir. Jacques, wow! Wow! Bien, je pense qu'en fait, pas mal tout le monde aussi est d'accord pour dire que c'est vraiment une union ensemble, c'est-à-dire les stomothérapeutes, l'association, les chirurgiens, tout le monde ensemble et les stomisés qui peuvent faire la différence à travers ça. Jacques, on peut trouver différents outils en ligne qui sont disponibles via votre site Internet, justement, stomiséry.com, ainsi que sur Facebook, sur la page Facebook de Stomisé Richelieu-Yamaska. Des conférences dans les écoles. Oui. Et des prochains projets. Qu'est-ce qu'on a comme prochain projet avec l'association? Oui, comme prochain projet, j'envisage de commencer, on a déjà commencé avec une docteure en psychologie qui me supporte pour préparer 3 autres vidéos semblables à ce qu'on vient de voir, mais tout avec l'aspect psychologique. Là, on a vu l'aspect médical aujourd'hui. Oui. Puis avec brio, je pense que nos grands spécialistes, les stomothérapeutes, toute cette équipe-là de professionnels, on en a besoin. On a besoin du vrai langage pour comprendre tout ce qu'on peut vivre. Et ça permet, comme on disait tantôt, de réunir tout le monde ensemble, de mettre les forces ensemble pour avoir des bons résultats pour les futurs stomisés. Vous le faites avec brio. Je crois que vous avez des remerciements à faire de votre côté. J'en ai énormément. Allez-y. On devait avoir comme animatrice Mme Janine Ross ce matin et
merci, Carl. On la remercie, Janine aussi, là, de sa contribution, qui a appelé toutes les personnes par Zoom, ou presque, là, ceux qui ont parlé tantôt, ils ont été préparés un petit peu avec Janine, qui t'a transmis l'information, puis Carl, d'avoir accepté là, à pied levé, 3 jours d'avance, puis de donner une présentation comme ça. Merci, Carl Urtubise. Merci beaucoup. L'autre partie, j'ai le grand maître d'œuvre de cette journée-là. Là, je vais me rappeler toute ma vie. M. Renaud Lucier, le réalisateur, celui qui est le maître d'œuvre de toute cette organisation-là. Chapeau, René, et toute son équipe. Là, hein? Renaud, c'est ça, excusez. Renaud Lucier et son équipe de bénévoles, ou presque, qui ont tout préparé ça. Là. Moi, je ne m'imaginais pas que c'était gros comme ça. Là. Je viens de comprendre c'est quoi la vie des gens dans les médias. OK? Et après ça, bien, je veux souligner mes 4 acteurs principaux des 3 vidéos. Et je nomme Lynn Jubinville, qui a voulu accepter de partager son vécu de façon authentique. Victoria Speck, notre porte-parole. Et après, on a Alain Levasseur aussi, qui est, je pense, pour la première fois, qui a dit en public qu'il était stomisé. Et la dernière, Louise Bouchard, qui, elle, nous dit souvent « faut parler des eurostomisés ». Eh bien, voilà. C'est fait, Louise. Donc, on peut dire merci à ces gens-là. Puis une personne, je ne veux pas oublier, c'est Roxane Saint-Cyr, qui est en charge des communications au CHUM, qui nous a permis d'accéder, de prendre des rendez-vous avec les 2 grands chirurgiens, les 2 stomothérapeutes. C'est toute elle qui a organisé ça au CHUM. Merci, Roxane. On l'a dit déjà, on se le disait, c'est Madame Bonne Nouvelle. Elle nous donnait des bonnes nouvelles du CHUM. Et voilà, Roxane, c'est la tienne ce matin. Merci à tout ce monde-là. Et en dernier, bien, je veux souligner mon conseil d'administration, tous les gens qui ont collaboré à cette présentation-là. On est là pour ça, pour aider plein de stomisés. Je veux remercier les gens de la France qui sont là aussi, présentement. Et c'est ça. Donc, je pense que j'ai pas d'autre chose à rajouter. Je vais prendre le temps, en fait, peut-être d'ajouter Show Factory, l'endroit où est-ce qu'on est présentement. Oui. Leur dire un énorme merci justement puis, pour les studios. Unimage.tv, qui est la compagnie de Renaud Lucier, là, qui a fait un travail impeccable pour tout ça. Exactement. De mon côté, je prends la peine justement de remercier tous les grands partenaires, c'est-à-dire justement Show Factory à Repentigny, Unimage.tv. Merci énormément au CHUM de nous avoir ouvert les portes et merci aussi à l'Hôtel Mortagne pour le tournage justement des capsules. Mon nom est Carl Urtubise. Merci Jacques, merci Victoria, merci beaucoup Sylvain. Et on va se dire à la prochaine. Quand même, ça vaudrait la peine de refaire ça. Je pense qu'il va en avoir une prochaine. Ça serait vraiment bien. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous souhaite une bonne fin de journée.